vert, orange, violet, fluo, baveux, ça va vite, ça cogne, ça tue, ça détruit, ça explose, ça implose, ça parle un curieux jargon, plutôt anglais, ça se vend comme des petits pains, et en France, 3 enfants sur 4 en sont maintenant accros. Depuis les années 70, comment ce qui devait être un jouet éphémère pour enfants est devenu 4 décennies plus tard l'une des plus grosses industries mondiales du loisir? Comment les jeux ont-ils innové? Comment les consoles se sont-elles succédées? Pourquoi les joueurs ont-ils évolué? Et comment nos manières de jouer ont-elles changé? Toujours plus vite, plus fort, plus loin. Pourquoi, 40 ans plus tard, sommes-nous toujours plus nombreux à jouer aux jeux vidéo? Aujourd'hui, jouer aux jeux vidéo est quelque chose de tout à fait courant. Pour la nouvelle génération d'enfants qu'on appelle les digital natives, Mario, Sonic ou Donkey Kong ont l'âge de leurs parents. Et le rétro gaming, désormais à la portée de tous, les remet au goût du jour. En 1994, si la PlayStation a rendu le jeu vidéo à la mode, d'autres machines de l'époque ont également apporté de nombreuses innovations. Sega, avec la Dreamcast, va prendre la même philosophie que Sony avec la PlayStation. Ils vont faire une machine très très simple. La mémoire, le processeur central, le processeur d'affichage 3D. Et ils sortent une machine qui va proposer de la belle 3D. Et la Dreamcast, c'est une vraie petite bombe qui sort. Les joueurs voient vraiment des jeux sur Dreamcast qui ont une 3D équivalente au niveau qualité que les jeux d'arcade. On a eu des jeux novateurs à l'époque Dreamcast qui ont étonné les joueurs du monde entier. Jet Set Radio, quand il sort, c'est absolument incroyable comme jeu. Les joueurs ont apprécié sa Logitech. On a vu Shenmue, quand on voit aujourd'hui le nombre de fans qui n'arrêtent pas de réclamer une suite à Shenmue, le jeu est sorti en 99, la Dreamcast a marqué. Il y a des jeux quand même qui sont hallucinants dessus. Tsuchu Rocket, que Sega a donné, un jeu qui a été donné à tous les utilisateurs de Dreamcast en Europe. Aujourd'hui, on manque un peu de ce respect envers les joueurs qu'avait Sega à l'époque. Malheureusement, c'est une console où il y aura énormément d'éditeurs qui ne suivront pas Sega. On va voir Namco, qui étonnamment va aider un peu Sega avec Soul Calibur. Electronic Arts, qui était le numéro 1 des éditeurs à l'époque, a dit non, on n'y croit plus à Sega, on ne développera pas. Alors que c'était un gros soutien avant. L'annonce de l'arrêt de la Dreamcast a été un très gros choc. Il aurait fallu 3 jeux vendus par console pour avoir une Dreamcast qui continue sa vie. Or, on n'y est pas arrivé, hein. On est arrivé peut-être à 2 jeux et demi par console. Elle était bonne, elle était belle, elle avait des beaux jeux, mais ils n'avaient pas la crédibilité, ils sont tombés en faillite. Donc voilà, ça a été terminé, exit Sega. On venait de passer d'une époque où il suffisait de faire de bons jeux et une bonne console pour marcher, à une époque où il faut la finance derrière, il faut le marketing. Et ils ont fait des erreurs, ils sont partis dans toute une gamme de trucs. Ils ont fait le 32X, le méga CD. Ils avaient épuisé toutes leurs réserves de cash. Et le problème pour lancer une console, il faut avoir une bonne console, il faut avoir des bons jeux, mais il faut surtout avoir beaucoup de fric. Beaucoup d'argent. Et ils avaient plus d'argent. Bon, après, l'histoire de Sega, c'est très compliqué parce qu'il y a eu des sabotages en interne, les Américains n'aimaient pas les Japonais et vice-versa. Il y a eu des petites guerres parce que la Mega Drive cartonnait aux États-Unis et pas au Japon. Donc du coup, les boss japonais disaient à leurs subalternes, mais pourquoi vous faites pas comme les Américains? Pourquoi ça marche chez eux et pas chez nous? Donc forcément, il y avait des ressentiments, ce qui fait que la Saturn s'est mal passée, la Dreamcast s'est mal passée. Mais ça a surtout été un choc pour le public européen qui était vraiment attaché au côté Sega fabricant de consoles de jeux. Dans le reste du monde, c'est passé beaucoup plus inaperçu. Donc c'était pour les joueurs finalement, je pense, un choc au départ,
mais ça s'est avéré être une bonne nouvelle et surtout pour Sega une bonne stratégie, puisqu'ils faisaient beaucoup d'économies finalement en se concentrant uniquement sur ce qu'ils savaient faire de mieux, c'est-à-dire les jeux. C'était forcément une mauvaise nouvelle pour l'industrie, parce que c'était un grand acteur de cette industrie qui allait disparaître, et c'est jamais une bonne chose qu'un acteur majeur d'une industrie disparaisse. Et en même temps, la bonne nouvelle, c'était de se dire, ils vont faire des super jeux pour PlayStation. Donc, je dirais, il y avait ces deux jeux-là, mais en aucun cas, on a pu se réjouir de la disparition de Sega en tant que fabricant. En 2001, Sega annonce l'arrêt des consoles et devient éditeur de jeux. On n'est plus du tout comme le Sega d'avant dans les jeux innovants, dans les prises de risques. On a trop l'impression qu'ils vivent sur leur licence et sur le Sonic qui permet de leur ramener de l'argent tous les ans. Je pense que les nouvelles consoles, ça va être une sacrée opportunité pour pas mal d'éditeurs. Donc j'espère que Sega va vraiment assurer. Les consoles de salon évoluent et les portables suivent le mouvement. Après le succès mondial du Game Boy et ses 118 millions d'exemplaires vendus, Nintendo lance sa version couleur en 2001, le Game Boy Advance. Bon, attends, tu vas faire appel à un Nidorina. Voilà, t'as un Nidorina. Est-ce que t'as un Pokémon? Si comme eux, votre enfant se met à parler ce langage jusqu'alors inconnu, surtout ne vous inquiétez pas, il doit avoir attrapé, lui aussi, le virus du Pokémon. Moi, je décide d'arrêter Batman et c'est que les Pokémon maintenant. 1996. Le phénomène Pokémon débute au Japon et déferle dans le reste du monde. Ces monstres de poche, que l'on combat et que l'on s'échange sur toutes les générations de consoles portables Nintendo, se sont vendus à plus de 250 millions d'unités depuis leur création. Aujourd'hui, les Pokémon Center s'ouvrent dans les grandes villes du monde pour permettre aux fans de tous âges de se retrouver et de s'échanger leurs dernières créatures. Personne n'a vu arriver le succès de Pokémon et pour le coup Pokémon est arrivé à une période où la Game Boy monochrome commençait à voir ses ventes péricliter. Pokémon, ça a été une véritable découverte. Et je trouvais le concept de, voilà, tu prends une créature, tu l'élèves, elle monte de niveau et d'un coup elle évolue, elle se transforme, elle devient plus puissante. Et je trouvais le principe juste génial en fait. C'était vraiment un système de jeu très profond et déjà c'était une grosse claque quand même, un jeu aussi dense sur Game Boy. Alors en fait, le principe de Pokémon, c'est à chaque génération, on va ajouter des nouvelles créatures. On peut commencer par le premier épisode et reprendre là actuellement à la 6e génération. On ne sera pas perdu parce que le principe est le même, il est juste encore meilleur en fait à chaque fois. C'est vrai que c'est un jeu qui continue à parler aux jeunes générations, aux enfants, et c'est vrai que les enfants se dirigent naturellement vers ce jeu. Donc tu as vraiment deux publics, ce qui fait qu'à chaque fois, en fait, finalement, la série Pokémon se vend de plus en plus parce qu'elle arrive justement à élargir son public et à reconquérir des fans, voire des anciens fans. Alors oui, la série, c'est pour les enfants. Oui, l'image est assez cartoon, assez colorée, le monde un petit peu, enfin voilà, quoi, un petit peu enfantin. Mais malgré tout, c'était super attachant. Et c'était ça aussi qui a plu aux gens. C'était voilà, c'était tout ce côté combat de monstres, mais ça reste mignon en fait. Je pense que c'était vraiment le truc idéal pour l'époque. La preuve, c'est que ça a été un carton phénoménal. Autre carton phénoménal, la PlayStation et ses 104 millions de machines vendues depuis 1994 et qui s'apprête, dès l'an 2000, à passer le relais à une autre génération. Le succès de la 1 a été tel qu'il y a eu une attente énorme sur la 2, bien sûr. C'est qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire, qu'est-ce que Ken Kutaragi allait bien pouvoir inventer pour faire en sorte de continuer, entre guillemets, cette révolution qu'il avait amenée sur la 1. L'émeute est désormais un argument publicitaire. À 0 heure cette nuit, dans un grand magasin des Champs-Élysées, la nouvelle console de jeux de Sony se découvre. Depuis plusieurs mois, la multinationale japonaise avait annoncé que tout le monde ne pourrait pas en acheter. Le résultat a été à la hauteur de ses attentes. Sur la PS2, donc l'idée évidemment c'était de continuer de jouer sur PS1, de jouer aux jeux PS2, de continuer d'écouter ces CD, mais aussi enfin de regarder des DVD. Et puis des graphismes aujourd'hui qu'on continuait de voir évoluer d'une manière très surprenante. Et c'est vrai, quand on regardait les deux consoles côte à côte, il y avait un gap graphique qui était relativement incroyable.
Sony réussit son pari. La PlayStation 2 se vendra à 157 millions d'exemplaires et sa production ne s'achèvera qu'en 2013, soit 13 ans après sa sortie. Il y a encore plus de polygones et là c'est un DVD donc tu peux mettre les jeux durent plus longtemps, les textures sont plus riches. La 3D ça a vraiment été une évolution majeure dans le jeu vidéo. Il a fallu attendre Metal Gear Solid sur la PlayStation 2 pour vraiment reprendre une baffe. Quand la démo est sortie avec la démo du tanker où il saute du pont et il y a la pluie battante sur le tanker, il y a la mer qui se démonte, etc. Nous, là, on s'est dit, OK, là, on reprend quelque chose dans la figure. Mais c'était en plus, c'était un gameplay qu'on attendait. Il y avait une vraie raison, il y avait un vrai design derrière qui était hyper intéressant. Alors qu'avant, on était quand même vachement dans la démo technologique. On était quand même beaucoup dans l'exploit pour l'exploit, mais c'était pas super beau graphiquement, etc. Dernière arrivée sur ce marché en pleine explosion, Microsoft. Le géant américain a annoncé en grande pompe la sortie de sa propre console de jeu, la Xbox, pour l'année prochaine. La guerre des jeux vidéo est loin d'être terminée. L'entrée de Microsoft sur le marché des consoles, ça a été un petit peu une surprise pour tout le monde, on ne s'y attendait pas. On était éditeur de jeux dans le monde du PC. On se posait la question de savoir si on allait un jour développer, porter nos licences dans l'univers de la console, mais on n'avait jamais imaginé qu'on puisse être un constructeur demain. Moi, en tant que joueur, plus on est de fous, plus on rit, plus de la console, plus je suis content. On savait que justement, ils n'auraient pas le problème de Sega. Ils n'allaient pas avoir un problème financier. C'est bien clair. Ils avaient vraiment tout ce qu'il faut financièrement pour lancer une console. Lorsque la machine a été présentée physiquement, réellement, elle était portée par deux messages très forts. Le premier, c'est que c'était un monstre de puissance. Elle était positionnée comme la console la plus performante du marché. C'est une architecture ouverte qui permettait effectivement aux développeurs de développer plus facilement leurs jeux sur cette console. Sauf qu'ils n'ont pas eu les jeux japonais, mais il y a eu un basculement ces dernières années. Les jeux japonais ne sont plus les rois. Maintenant, on est passé aux jeux occidentaux. Après avoir collaboré avec Sega pour sa console Dreamcast, la Xbox marque dès 2001 les débuts de Microsoft sur le marché des consoles. De quoi interroger les puristes sur la capacité de l'américain, surtout connu pour son univers PC, à venir concurrencer les japonais Sony et Nintendo. Déjà une réaction très négative des joueurs. C'est vrai qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Microsoft rentre dans le monde de la console. C'est vrai que c'est un marché qui était dominé par des Japonais depuis des années. On venait de rien, on a vendu 24 millions de consoles. On a réussi à séduire les gamers, à les convaincre de notre légitimité, de notre présence sur ce marché-là. On les a convaincus avec des jeux, avec une console qui était déjà tournée vers l'avenir. On a fini deuxième acteur sur cette génération de consoles, qu'on appelle la génération 6, devant la GameCube, mais derrière la PS2 qui dominait outrageusement ce marché. 2001 marque aussi pour Nintendo l'arrivée de la 6e génération de consoles. Après la relative déception de la Nintendo 64, le GameCube peine à concurrencer la PlayStation 2 et la Xbox. Nintendo ne vendra que 21 millions d'exemplaires de sa dernière née face aux 157 millions de PlayStation 2 et 24 millions de Xbox. Si Mario et les licences fortes de Nintendo restent des atouts majeurs pour le fabricant, le géant japonais souffre de cette nouvelle concurrence, notamment auprès des adolescents et des adultes. L'ordinateur poursuit également sa mutation avec l'arrivée dans les années 90 des micro-ordinateurs compatibles PC. Les machines deviennent de plus en plus puissantes et les jeux 3D se développent grâce notamment aux nouveaux microprocesseurs du géant Intel. Chez Intel, nous avons mis au point de nouveaux microprocesseurs qui sont compatibles avec les ordinateurs domestiques. Et nous constatons que nous pouvons décupler la puissance de ces ordinateurs. Il est donc temps de travailler avec des artistes et des enseignants, et aussi d'ouvrir ce potentiel à de nouvelles applications. J'étais passé sur PC en 93.
Et le PC, c'était un petit peu une demi-déception. Il y avait des jeux fantastiques avec Wing Commander, il y avait un des meilleurs jeux de la Terre qui s'appelait Ultima Underworld, qui était vraiment un titre fantastique, un des premiers RPG action avec un scénario de fou, qui était un des premiers jeux en 3D, mais c'était moche comme c'est pas permis, hein, dans une fenêtre ronde comme ça. Mais c'était tellement nouveau pour l'époque, il me fallait un PC, il fallait que je change, j'ai revendu mon Amiga, etc. Et quand le PC est arrivé, sorti de ces deux, il y avait 2-3 jeux sympas et le reste, c'était pas top. Sur PC, ça a été relativement vite, mais pour un très petit public. Ça a été l'arrivée des cartes d'accélératrice 3D, donc avec 3DFX, etc. Donc des cartes et des machines qui coûtaient très très cher à l'époque. On n'a pas été très nombreux à avoir au final, mais qui ont vraiment fait exploser le marché. Là, d'un coup, la 3D, ça pouvait plus être les trucs avec des escaliers comme ça sur les bords. C'était lisse, les textures étaient belles. Enfin, on trouvait à l'époque qu'elles étaient belles. Parallèlement à cette explosion graphique, il y avait les débuts d'Internet, en fait. Et donc les débuts du multijoueur. Et moi, en tant que joueur, c'était le truc qui m'éclatait. Donc j'étais capable de jouer à des jeux assez moches à partir du moment où c'était multijoueur. Et ça a été, voilà, ça c'était la révolution réellement. C'était vraiment le fait de se dire, je suis en train de jouer contre des mecs qui sont partout sur la planète. Et les connexions, on payait ça toujours au temps, quoi. Et donc mes parties de Quake World m'ont coûté un paquet de salaire. L'arrivée d'Internet dans les foyers à la fin des années 90 a permis la création du jeu en réseau et lancé un phénomène mondial d'un nouveau genre, le e-sport. Le e-sport a débuté aux USA en 1997 avec des compétitions et de nombreux prix à la clé. De là sont nées des équipes et des ligues professionnelles ainsi que de très nombreux tournois. Le phénomène a grandi et le e-sport est devenu populaire mais aussi professionnel dans le monde entier. Quand on joue à un jeu vidéo, on a toujours envie d'être meilleur que les autres, enfin souvent. Il y a beaucoup de gens qui jouent avec cet aspect compétitif à la plupart des jeux. Et donc de là est né l'e-sport il y a une quinzaine d'années, un petit peu moins, sur le jeu StarCraft à l'origine. Donc les premiers tournois de jeux vidéo avec des joueurs professionnels. Les joueurs professionnels, ils vont s'entraîner jusqu'à 8-10 heures par jour, comme si c'était, comme un vrai métier. Ils s'entraînent dans ce qu'on appelle des gaming house, donc des maisons de jeux où en fait ils se retrouvent en équipe à s'entraîner toute la journée. Aujourd'hui, par exemple, un champion de jeux vidéo pour un match une finale de StarCraft, par exemple, il va pendant 2 semaines aller regarder toutes les parties de ses adversaires pour apprendre par cœur les différentes stratégies, comment ils se sont défendus de telle ou telle attaque, apprendre par cœur toutes les techniques d'optimisation. Plus après s'entraîner avec la dextérité psychomotrice, plus après s'entraîner dans la réalité et mettre en place les 600 actions par minute, ce qui est quand même incroyable dans le jeu. Attention, un infestateur qui est tombé. Là, la position de DRG qui est bonne, il a une meilleure concave. Il a des infestateurs, mais est-ce qu'il a suffisamment d'unités? Life a beaucoup d'hydralyse quand même, il inflige quelques dégâts. Ici, le rip-up de Life, à base de quelques infestes et quelques roaches. C'est pendant DRG qui prend l'avantage. Incroyable. Aujourd'hui, c'est du show. On va regarder de l'e-sport, non plus parce qu'on joue forcément à ces jeux, mais parce que c'est une ambiance sportive, vraiment avec ces esprits d'équipe, avec cet émotionnel en fait, quand on gagne, quand on perd. Et puis surtout l'ambiance, c'est vraiment comme dans un match de foot, mais avec une ambiance qui est encore plus particulière en fait. Le jeu vidéo, c'est aussi des enjeux extrêmement sérieux, économiques, mais aussi des enjeux sportifs, de compétition, beaucoup d'argent à la clé pour les champions de haut niveau. On est passé vraiment du côté très important. Aujourd'hui, la tendance mondiale est très orientée vers le e-sport venu d'Occident. Et je pense que les fabricants de jeux vidéo japonais ne comprennent toujours pas l'importance de ce phénomène. Aujourd'hui, les Japonais sont dans une sorte de notion d'héritage du passé. Et avec un peu de prétention, ils se voient toujours comme les leaders du marché des jeux vidéo. Il semblerait qu'ils ne veuillent pas reconnaître que le e-sport et les jeux en réseau soient devenus aussi populaires dans le monde. Et je pense qu'ils finiront par perdre ce combat. La réflexion, on va dire, sur la nouvelle génération de consoles, la Xbox 360, a commencé peu de temps finalement après le lancement de la première Xbox. On avait créé, on va dire, un certain nombre de fondations sur la première Xbox et on a voulu aller beaucoup plus loin.
La Xbox 360, en fait, c'était une console qui a apporté un nombre d'innovations incroyables dans l'univers du jeu vidéo. C'est la première console HD. Elle était prête même pour la 3D. Elle a su surfer sur tout l'équipement HD des foyers qui a commencé à cette époque-là. C'est une console qui était équipée d'un disque dur. Les premières manettes sans fil. On enlevait, on s'affranchissait de tous les câbles. C'est une console qui était connectée. Il y avait un service de jeu en ligne. Et déjà des premiers fragments de cette expérience de divertissement qu'on allait propulser et pousser par la suite. Le bilan de la Xbox 360 est extrêmement bon, déjà en termes de vente, puisque cette console a été un acteur majeur de cette industrie, avec plus de 84 millions de consoles vendues à travers le monde. Donc c'est déjà un superbe succès. Et c'était le moyen de gagner face à un concurrent qui n'était pas encore présent tout de suite, qui n'était pas encore là. Donc combiner effectivement un catalogue de jeux extrêmement fort, c'était la recette du succès. Ils attendaient tous l'heureux événement, prévu pour minuit pile. Lancement parfaitement orchestré de la dernière année des consoles. La 7e génération de consoles se prépare. Et en 2006, Nintendo innove dans la manière de jouer aux jeux vidéo avec sa console Wii. La Wii, c'est une console qui a vraiment une place particulière dans l'histoire du jeu vidéo parce qu'il y a deux aspects qui sont méconnus de cette console. C'est que déjà, c'est une console qui, comme la Game Boy ou les Game & Watch, était désuète dès sa sortie. C'est-à-dire qu'au final, la technologie de la Wii, c'était une GameCube, mais juste avec une manette qui était une télécommande repensée. La technologie était vraiment simpliste. Tout le monde connaissait ces technologies, sauf que Nintendo les a repensées latéralement. Je pense que la Wii avait beaucoup de promesses. Quand tout le monde s'est dit, mon Dieu, on va pouvoir jouer, tenir la Wiimote comme un sabre laser et pouvoir dézinguer tout, ou alors comme dans Zelda, commencer à découper ce genre de choses simplement en faisant le même mouvement, tout le monde s'attendait à ça. Mais dans les jeux, finalement, c'était pas forcément nécessaire, et d'ailleurs on l'a bien vu puisqu'il y a finalement très peu de jeux qui exploitent la Wiimote telle qu'elle pourrait être exploitée. D'un seul coup, c'était tout simple avec la Wiimote. C'était une autre approche du truc. Il y avait des jeux en conséquence aussi. Cette manière de jouer attire une nouvelle cible jusqu'ici réfractaire aux jeux vidéo. Nintendo réussit son pari et voit sa console Wii triompher avec 102 millions de machines vendues. Le génie de la Wii, c'était que vraiment, ça avait la forme d'une télécommande. Donc tous les gens qui avaient peur d'une manette, ah bah c'est simple, il y a deux boutons, je fais ça, ça. C'était très facile à comprendre. Si vous montez sur ce plateau, vous faites du hula hoop. Il y a eu Wii Fit aussi. Wii Fit, le coup de... ça a attiré quand même beaucoup de femmes et un public beaucoup plus large. Ça a été pour le jeu vidéo un impact phénoménal puisque ça a considérablement ouvert les consciences en se disant ben non, le jeu vidéo après tout c'est pas qu'une histoire de geek. Alors ils ont peut-être révolutionné la manière de jouer, mais je pense pas qu'ils aient révolutionné les habitudes, même s'ils ont ensuite poussé effectivement PlayStation à sortir le PlayStation Move et la Xbox à proposer Kinect. Pour moi ça doit vraiment rester quelque chose de périphérique au jeu. Toujours en 2006, le concurrent Sony présente à son tour sa nouvelle console, la PlayStation 3. Face à une rude concurrence, Sony doit faire face à son nouveau challenge. Faire mieux que la PlayStation 1 et 2. Il faut encore faire quelque chose qui soit encore mieux, qui apporte quelque chose aux joueurs, mais plus qu'aux joueurs, peut-être à l'ensemble de la famille. En incluant le Blu-ray comme support privilégié en fait, de la PS3, en gardant la rétrocompatibilité avec les consoles précédentes. En 2006, Sony lance sa PlayStation 3 au Japon, puis en Europe quelques mois plus tard. Après des débuts difficiles, la PlayStation 3 s'écoulera à plus de 85 millions d'unités. Cette génération de machines, comme ses concurrentes, signe également le début des consoles connectées à Internet. Et puis cette connexion à Internet, donc là, qui était tout de suite évidente, puisque on allait enfin permettre à tous de pouvoir jouer en réseau. Seul inconvénient, c'est que plus on en met dans la boîte, et plus c'est cher.
La PS3, tout de suite, tout le monde s'est élevé contre le prix de la machine. Elle était à 600 € à l'époque. Donc là, il faut se souvenir quand même que c'était un grand choc pour beaucoup de gens. Et même si notre travail, c'était d'expliquer que c'est le lecteur Blu-ray le moins cher du marché, que c'était une machine qui était future-proof, donc faite pour l'avenir, qu'elle allait rester au top tout le temps, il fallait nous croire sur parole. Donc je dirais tout un environnement technologique d'une part qu'on a voulu très haut et pas très bien compris, concurrentiel qui était très fort, avec des produits très bons qui étaient en face, et malgré un catalogue de jeux qui était à la hauteur, on a mis beaucoup de temps. Ça restait une machine qui est restée beaucoup plus difficile à imposer par rapport à la 1 et la 2. Le jeu vidéo a toujours véhiculé l'image d'un média violent. Un discours renforcé à l'heure où les graphismes sont de plus en plus réalistes et les mises en scène dignes d'un film de cinéma. Non, ces cris ne sont pas ceux des 6 victimes du tueur fou du métro de New York. Regardez. Ces jeunes filles dénudées, traquées par des vampires sadiques, c'est un jeu. Il ne comporte aucune interdiction pour mineurs. Les parents ont écrit aux parlementaires. C'était un jeu pour adultes, rétorque posément le fabricant. Il y a un certain nombre de crétins de journalistes qui, quand il y a une tuerie, de toute façon, ils n'ont pas encore quelque chose à dire parce qu'ils n'ont pas encore les infos précises. Donc le premier truc, le marronnier, le truc le plus simple à sortir, c'est ils jouaient aux jeux vidéo, ils jouaient à FPS, ils jouaient à Doom ou à... Franchement, c'est fastoche. Vraiment, il y a des millions de joueurs, il n'y a pas des millions de serial killers. Je sais pas pourquoi, ils ont besoin de coller ça. À une époque, moi j'avais connu, c'était les associations style Famille de France qui luttaient. C'était la perdition. C'est des phénomènes de société finalement qui vont faire réagir une partie de la société qui va être plus conservatrice, qui va se dire mais ça va détruire nos enfants, etc. En fait, qui dit que les jeux vidéo sont dangereux ? Pas les jeunes qui y jouent, pas les parents qui leur achètent des jeux, parce que les parents qui achètent des jeux aujourd'hui sont ceux qui jouaient aux jeux vidéo, parfois certains violents, il y a déjà 20 ans. Non, on s'aperçoit que c'est la télévision, ce média qui était accusé il n'y a pas si longtemps d'être à l'origine de la violence et qui trouve une façon, aujourd'hui que la télévision est en recul, qui trouve une façon simplement de dire c'est la faute des jeux vidéo. Et puis les jeux vidéo étant devenus tellement grand public aujourd'hui, c'est pas un discours qui est très crédible en réalité, donc on est déjà en train de déporter le discours sur c'est la faute d'Internet. Il y a beaucoup de gamins qui ont juste entendu parler de Call of parce que tout le monde en parle et ils veulent y jouer et ils ne savent pas comment faire. Donc maman Call of, maman Call of, maman Call of. Puis au bout d'un moment, la mère elle en a marre donc bon tiens voilà, j'y comprends rien, ton Kouglof là, prends 50 € et vas-y. Et le gamin il arrive, donc il va à une première boutique, Call of, ah bah non t'es trop jeune. Hop, deuxième boutique, Call of, non t'es trop jeune. Hop, il va à Carrefour Auchan. Hop, il passe en caisse, bonjour, hop, bip, voilà, au revoir. Tout simplement. Donc, c'est pourquoi les enfants jouent à des jeux interdits aux moins de 18 ans ? Parce que les parents les laissent faire, tout simplement. Soit, effectivement, on va avoir des parents qui donnent des jeux vidéo à leurs gamins sans savoir ce qu'ils sont en train de leur donner. Et dans ce cas-là, ça pose beaucoup de questions, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'accompagnement, pas de questions, en fait, simplement sur les valeurs éducatives à transmettre et sur ce que le gamin fait, tout simplement. Ce qui me pose vraiment des questions, c'est si le gamin est livré à lui-même avec un GTA à 10 ans et que personne ne lui parle de la violence et de ce qu'il a vécu. C'est un vrai et un faux débat. Il faut que les parents se disent « bon, il a 12 ans, il faut des jeux quand même pour son âge et pas lui balancer un Call of Duty, enfin quelque chose qui est strictement interdit pour lui ». J'ai commencé effectivement à jouer à Metal Gear Rising sur PS3 avec mon fils devant. À la première scène, j'ai fait non, je jouerai tranquillement tout seul. Parce que le jeu, j'aurais pas pensé qu'il aurait été aussi violent, mais non, c'est pas quelque chose que je veux éduquer à mon fils. Chaque âge a son style de jeu. Je peux jouer avec lui à du Mario, à du Zelda, parce que je sais que c'est bon enfant. Tandis que des jeux beaucoup plus violents, je les garde pour moi, pour les sessions nocturnes. Non, c'est un média comme les autres maintenant, c'est un vrai passe-temps qui est même plutôt bien meilleur que la télévision classique pour les enfants, pour leur développement, pour leur apprendre 2-3 trucs. Mais après, il ne faut pas leur mettre n'importe quoi entre les mains non plus. Donc, comme pour la littérature, comme pour le cinéma, il y a des choix à faire. Et quand on est responsable de l'éducation d'un gamin, il faut un peu faire attention, c'est tout. PEGI 18. En 2003 a été créé le PEGI, un système européen de notation afin d'aider les acheteurs de jeux vidéo.
Des icônes indiquant les âges de 3 à 18 ans sont désormais affichées sur les boîtes de jeu et permettent ainsi de s'informer du niveau de violence, grossièreté ou caractère sexuel des jeux. Peggy 3. Disons que j'essaye de lui faire comprendre le côté raisonnable des choses, c'est-à-dire, bon, il aime beaucoup jouer à ces jeux vidéo, et je lui dis avec modération. Il y a des soirs où je mangeais pas, j'étais devant ma console, il me disait Alexandre, viens manger. Je dis non, j'ai pas faim, mais j'étais toujours en train de jouer. Pendant un temps, je jouais tellement que j'avais les mains qui tremblaient, et ça reprenait exactement les mouvements que je faisais sur un joystick. L'image du joueur en lui-même a largement évolué. C'est beaucoup moins stigmatisé qu'avant parce qu'avant, t'es un joueur de jeux vidéo. Ah, mais t'es accro, en fait, tu joues tous les jours et tout. Avant, on était un petit peu malade, tu vois. Je dirais qu'en 85-90, le joueur de jeux vidéo, t'as encore l'image du petit gros à lunettes. Qui est dans sa cave, qui copie des disquettes pour ses potes, etc. Pendant un temps, ça a été ma drogue. Aujourd'hui, toutes ces consoles de salon ont permis de passer de quelques centaines de milliers de joueurs en France à plusieurs millions. Du coup, les gens qui ont commencé à jouer avec Sega Nintendo, voire la PS1 en 95, qui avaient une vingtaine d'années en 95, aujourd'hui ils ont 20 ans de plus et ils ne sont pas arrêtés de jouer, quoi. On revient toujours à un moment donné au jeu parce que voilà, on a 40 ans, parce qu'on a un premier enfant qu'on a 5 ou 6 ou 7 et qu'on a envie de lui faire découvrir aussi un média qui nous a fait rêver. On a envie de lui faire découvrir les jeux auxquels on jouait dans les cafés quand on était adolescent ou les nouveaux jeux aujourd'hui qui existent. Tous les joueurs de ma génération se retrouvent sur les mêmes jeux en fait. Il y a une partie nostalgie sur les mêmes machines, sur les mêmes jeux, etc. Parce qu'il n'y avait que ça, tout bêtement. Alors que maintenant, on peut tout à fait discuter jeux vidéo avec quelqu'un et se rendre compte qu'on n'a rien en commun. Un peu comme deux cinéphiles, il y en a un qui va adorer Woody Allen, l'autre pas du tout, bon ben voilà. Il y a moyen, il y a suffisamment d'offres pour se retrouver dans ce genre de cas, ce qui n'était pas le cas avant. Les filles, au début, ne s'intéressaient pas tant aux jeux vidéo. Et ça a été vraiment, quelque part, salvateur de voir que, finalement, au bout du compte, elles viennent avec les hommes jouer aux jeux vidéo et elles s'adonnent aux jeux vidéo et parfois même avec beaucoup plus de passion pour explorer les RPG ou certains jeux tactiles ou de stratégie avec encore plus de passion que les hommes eux-mêmes. Est-ce que le monde du jeu vidéo est un monde machiste? Encore en grande partie, oui. Est-ce que les joueurs qui pratiquent les jeux vidéo aujourd'hui sont encore majoritairement des jeunes garçons au moment de la puberté? Évidemment que non. Aujourd'hui, il est évident que les femmes, et donc les filles, jouent autant que les garçons. En revanche, dans le domaine de la création, dans le domaine des jeux vidéo, des marques, du branding des jeux vidéo, oui, on est sur un loisir encore organisé de manière masculine, mais pas plus que les autres arts. C'est vrai qu'on n'était que 10% de joueuses. Donc là, il y avait une certaine recherche de légitimité, on va dire. Parce que je me rappelle quand je jouais à Street Fighter contre les garçons, je devais faire semblant de perdre. Parce que sinon, ils ne voulaient plus jouer avec moi. C'était un petit peu, voilà, je me fais battre par une fille, ça ne le fait pas. Alors que maintenant, je pense que les filles, on fait partie du paysage vidéoludique. Tout simplement, c'est normal de voir une fille jouer. Moi, maintenant, il y a plein de filles qui jouent à Street Fighter, par exemple. Et qui sont super fortes. Il y a même une championne française qui tourne beaucoup depuis des années. Et ça a participé à démocratiser tout ça. Maintenant, on a beaucoup de choses qui nous arrivent. On a les RPG, on a les jeux de plateforme, les jeux d'action, avec des héroïnes et plus des héros. Et je pense que c'est ça qui a participé à la diversité du public. C'est que les filles ont commencé à se reconnaître soit dans des personnages masculins un petit peu moins testostéronés et purement axés garçon, ou dans des filles fortes qui renvoyaient une image justement de présence et quelque chose de puissant. Maintenant, ça s'est un peu plus démocratisé. Et puis avec les supports, tablettes, smartphones, les Candy Crush, c'est vrai que beaucoup de filles se sont mises aux jeux vidéo, quoi. Pourtant, il y a encore des gens qui n'ont pas compris et qui stigmatisent le jeu vidéo de filles, qui vont faire le jeu pour smartphone de filles. C'est une erreur. Il y a effectivement des trucs qui leur plaisent plus, mais elles sont tout à fait capables d'avoir les mêmes goûts que les mecs, et parfois meilleurs goûts d'ailleurs. Désormais, le jeu vidéo est reconnu. Il entre au musée. De New York à Tokyo, en passant par Paris, de nombreuses expositions sont organisées autour des jeux et des machines. Un art qui est passé depuis les années 70 d'un simple jeu pour enfants à une culture de masse, attirant désormais aussi bien les plus jeunes que les adultes, les passionnés comme les joueurs occasionnels.
Donc on est parti sur un aspect un petit peu plus exploration justement du phénomène de jouabilité, de gameplay dans le jeu vidéo, comment joue-t-on, quels sont les profils de joueurs, comment ont-ils un petit peu évolué, quels sont les genres de jeux vidéo. L'entrée dans les musées est un peu le passage obligé pour un art pour être reconnu. C'est vrai, les jeux vidéo entrent au musée, c'est pas encore tout à fait comme un art normal, entre guillemets, parce qu'on s'aperçoit qu'il rentre au musée par la porte de la technique, par la porte de la technologie. Les jeux vidéo seront véritablement un art au musée lorsqu'on organisera des expositions autour de l'aspect créatif du jeu vidéo, c'est-à-dire lorsqu'on regardera comment un directeur artistique a donné son style à un jeu vidéo, lorsqu'on montrera des esquisses qui ont concouru à la création d'un jeu vidéo, de la même façon qu'on l'a fait par exemple pour le dessin animé. Le jeu vidéo est une œuvre, et donc si c'est une œuvre, il faut la préserver, et donc elle doit aller au musée. Si on passait du temps sur un jeu vidéo, pour ses parents, c'est qu'on était mauvais en classe, parce qu'on ne faisait pas donc ses devoirs, parce qu'on était passionné par ça, et donc, à force de jouer à tes jeux vidéo, tu feras rien, mon fils. Voilà, c'est une chose qu'on a pu entendre. Et donc aujourd'hui, ça n'est plus du tout l'idée que si mon fils ou ma fille passe toutes ses journées sur le jeu vidéo, elle n'aura pas son bac. Si non seulement il aura ou elle aura son bac, mais en plus elle va pouvoir aller dans une école spécialisée dans la création numérique. Et donc aujourd'hui, c'est devenu socialement tout à fait acceptable d'être passionné par les jeux vidéo parce que là aussi, effectivement, on peut en faire une profession. Si jouer aux jeux vidéo est un loisir, en créer peut devenir un métier. Dans le nord de la France, à Valenciennes, l'école Supinfogame forme les concepteurs des jeux vidéo de demain. En plus de leurs cours, ces étudiants artistes et programmeurs de dernière année doivent créer en équipe leurs jeux vidéo de fin d'études. Pour m'occuper, en fait, je me suis mis à créer un jeu de rôle. Et je me suis dit que en fait, réviser le bac, c'était barbant et faire jeu de rôle, c'était super cool. Alors que je faisais plein de tableaux et de dés et de chiffres. Et au final, je me suis dit que je pourrais en faire mon métier. On va pouvoir transformer cette passion en un métier. De se dire, en fait, pour moi, le jeu vidéo, c'est un divertissement. Et je vais pouvoir en faire un métier, gagner de l'argent dessus. Je pensais au début que c'était comme être chanteur, que c'était très dur d'accès. Qu'il y a vraiment une personne sur des milliers et des milliers qui devenait développeur de jeux. C'est rigolo, quand j'étais petit, je disais que je voulais être testeur de jeux vidéo. Après une brève période où je vous dis que je voulais être chercheur d'or. Je suis actuellement chef de projet et en même temps game designer. Dans mon poste de chef de projet, je dois manager toute l'équipe qui est composée de graphistes, de programmeurs et de game designers. Un game designer, c'est quelqu'un qui va créer les systèmes de jeu, décider ce que le joueur va faire, quelles sont les actions du joueur. Si on peut prendre un exemple, par exemple le Mario, le game designer va décider que le personnage va pouvoir sauter, courir, mais il va aussi décider à quelle hauteur le personnage va sauter et à quelle vitesse il court. Et aussi, en tant que game designer, je dois établir les règles du jeu, essayer d'équilibrer toutes les mécaniques qu'on a dans notre jeu. Dans le poste de chef de projet, on a beaucoup de planification de tâches à accomplir, donc essayer de répartir correctement le travail pour chaque personne, essayer d'optimiser son temps de travail, ses méthodes de production. Donc moi, mon rôle dans l'équipe, c'est programmeur. Un programmeur, c'est la personne qui va un peu rassembler toutes les ressources que les autres membres de l'équipe vont produire et je vais les mettre ensemble. Je suis un peu mettre du ciment, mais c'est tout le monde, chacun apporte ses briques. Moi, je mets le ciment, je fais que tout fonctionne pour avoir un produit fini. Pour se lancer dans les jeux vidéo, déjà, il faut aimer les jeux vidéo. Et ensuite, il faut aimer faire des jeux vidéo. Parce qu'il y a une différence entre aimer y jouer et aimer les faire. Maintenant, le jeu vidéo, c'est plus forcément le même métier de niche qu'il y a peut-être 20 ans de ça, où il n'y avait que des joueurs. Vraiment, on imagine les joueurs passionnés qui font des jeux dans leur cave parce que le jeu vidéo, c'est tout ce qu'ils veulent faire. Industrie passionnée, mais aussi beaucoup plus industrie globale, qui n'est plus réservée à une élite passionnée, j'ai envie de dire. À l'époque de la NES, dans les années 80, quand je suis entré chez Capcom, développer un jeu vidéo prenait de 3 à 6 mois. Et on le faisait à 5 ou 6 personnes. Aujourd'hui, développer un gros jeu, c'est travailler avec parfois 150 personnes. Et cela peut prendre de 4 à 5 ans.
Le changement fondamental, c'est qu'à l'époque, donc, ça coûtait pas beaucoup. Donc, les gens avaient de la créativité. Ils pouvaient y aller. On va tenter le coup, parce que si ça marchait pas, c'est pas grave. Donc, on tentait le coup. Maintenant, on en est à faire des jeux à 50 millions de dollars. Quand on mise 50 millions de dollars, on va pas prendre le reste. Tiens, je vais essayer ça, et puis on va voir si ça marche ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, de ce qui marche. Et donc, la créativité... On redonne place à la créativité, à la prise de risque, avec le retour maintenant, qui est le grand phénomène, des studios indépendants. Le fait des jeux indépendants, c'est vrai que d'un seul coup, c'est des jeux qui ne se vendent pas au même prix, qui n'ont pas les mêmes contraintes, etc. Nous, on fait les choses de manière très artisanale, puisque on n'a pas vraiment, jusqu'à maintenant, le gros push d'un éditeur qui va te dire, te driver sur oui, c'est mieux que tu partes dans cette direction ou une autre. On fait les choses un peu en famille. C'est un avantage et aussi un inconvénient parce que quelque part, on est un peu livré à nous-mêmes pour faire cette recherche. Un bon jeu, avant tout, c'est quelque chose qui a un travail de fond, où c'est extrêmement recherché sur sa mécanique de jeu, où l'essence même de la mécanique de jeu soit vraiment, vraiment réfléchie et surtout très bien travaillée. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est impossible de laisser les choses au hasard. Donc c'est une masse de travail énorme pour faire un bon jeu. C'est ça qui fait un bon jeu, c'est le travail. Les années 2000 voient aussi apparaître le téléphone portable et le smartphone. En 2015, 400 millions de périphériques ont été livrés dans le monde, offrant au grand public de nouveaux jeux et applications. Et puis la dernière couche, ça a été évidemment les jeux sur smartphone, c'est-à-dire que voilà, c'est les Candy Crush et autre chose de ce genre que personnellement ne me touche pas 2 secondes, mais ça a touché un public beaucoup plus large, mais qui est différent. Aujourd'hui, avec une tablette ou un smartphone, on a un appareil qui est extraordinairement intuitif. Et après, pourquoi ça marche? Tout simplement parce que le goût du jeu est universel. Et là, aujourd'hui, c'est décomplexé, donc les gens peuvent jouer sur leur smartphone, ils peuvent jouer à Candy Crush dans le métro sans passer pour des malades mentaux. Et donc du coup c'est vrai que le jeu touche plus de gens, mais les gens ne consomment pas le jeu de la même façon. Tous ces jeux smartphones et tablettes, c'est du fast-food. Et pour moi, par rapport aux jeux vidéo, c'est du fast-game. Tous ces joueurs qui disent, par exemple, Candy Crush, c'est pas du jeu vidéo, Farmville, c'est pas du jeu vidéo. J'ai l'impression qu'ils veulent rester, en fait, à l'époque où on se prenait limite, on se faisait jeter des cailloux quoi, quand on jouait aux jeux vidéo à l'école, on nous montrait du doigt, ah, regardez, sale nerd, avec tes lunettes et tes boutons, tu joues aux jeux vidéo, etc. On a l'impression qu'ils veulent rester là-dedans et que c'est pas un club ouvert, quoi. Moi, ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas, c'est clair, mais en même temps, c'est très bien dans la mesure où c'est un nouveau secteur qui s'ouvre aux jeux vidéo. Ce sont des jeux que l'on joue seul, les autres ne vous voient pas, hein. Donc on est décomplexé par rapport à ça. Ça permet à toute une gamme de gens qui n'avaient pas encore joué jusqu'à présent de s'y mettre. Il y a des gens qui vraiment l'envisagent uniquement sur le principe du plaisir, relaxation, je me détends. Donc je fais mon niveau de Candy Crush et puis voilà, et je m'intéresse pas plus que ça aux jeux vidéo. Pour moi, c'est dépassant, c'est quoi? On joue ça parce qu'on arrive 10 minutes en rendez-vous, on a un quart d'heure de battement entre deux trucs, c'est tout simple, on sort le truc et tac, on fait une partie, voilà, on a passé les 10 minutes, on réteint et on passe à autre chose. Pourquoi pas, hein, je suis pas contre, tout au moins pour les autres. Tant que ça fait venir des gens, aux jeux vidéo et qui se disent, qui changent de discours en plus, pourquoi pas? Je veux dire, où est le problème là-dedans? Un Pong ou un Tetris, on se met devant sa télé et en quelques secondes, on peut jouer quel que soit son âge. On retrouve ça aujourd'hui avec Angry Birds ou Candy Crush. Ce sont des jeux qui peuvent être immédiatement compris et donc accessibles à un public qui n'était pas un public de gamers. Non, c'est pas... Alors, c'est du jeu vidéo. Oui, c'est du jeu vidéo. Pong, c'était du jeu vidéo. Candy Crush, c'est du jeu vidéo. Mais c'est vraiment réduit. En fait, pour moi, la différence, elle est psychologique. Moi, quand je prends un jeu, je pars dedans, je m'immerge dedans. C'est autre chose, c'est une aventure. Moi, je joue aux jeux vidéo comme je vois un film, comme je suis une série ou comme je lis un livre. Tu vois, pour moi, ce sont des œuvres et je les consomme véritablement comme ça.
Quand on s'investit dans un Zelda ou même dans un Sonic, je suis désolé, on part dans un univers et c'est pas je vais faire ça 5 minutes entre 2 rendez-vous et dans le métro, quoi. Je vais tous jouer dans le métro, pourquoi pas, mais bon, soyons clairs, c'est pas ça, quoi. On n'est pas du tout sur une question de casual gaming ou pro gaming, console, PC, pas du tout, parce qu'en plus avec les consoles next generation, aujourd'hui, on est en train tous de devenir les mêmes joueurs qui allons jouer un peu partout, sur n'importe quel support, etc. Donc ce conflit-là, quelque part, il est terminé. Il n'y a que les puristes qui veulent encore croire qu'il existe. 7 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo. Si l'ordinateur et la console restent les supports les plus utilisés, 40% des gamers jouent désormais sur leur téléphone. Le smartphone est-il devenu la console de l'avenir? Même nous, on est entre les deux, puisqu'on se trouve à la fois à faire des jeux très hardcore qui sont quand même sur console portable, des shoot'em up, des choses comme ça, qui sont très hardcore, mais en même temps on les porte sur iOS. Et il y a quand même un marché dessus qui, donc oui, ça s'ouvre, mais c'est pas encore aussi, c'est assez délicat de pouvoir dire rapidement oui, c'est la console du futur. Non, je ne pense pas. De nouveaux jeux sont apparus, entièrement tactiles, qui étaient totalement inconcevables sur les plateformes de l'époque, même si elles étaient potentiellement beaucoup plus performantes, déjà connectées à Internet, etc., etc. Cela n'a absolument rien à voir. Donc oui, le smartphone est une console de jeu. Ensuite, il y a le marché des jeunes joueurs. Un smartphone, ça coûte encore très cher. Il y a encore assez peu de parents qui sont OK pour payer un iPad ou un iPod à leurs enfants, parce que ça coûte minimum 300 voire 400 €. Ils seront beaucoup plus rassurés en sachant qu'ils vont payer une console Nintendo, qui est une marque pour laquelle on peut avoir confiance, avec des jeux qui seront adaptés au public auquel ils s'adressent et qui seront certainement 2 voire 3 fois moins chers en termes de hardware que les smartphones. Nintendo avait toujours dans l'intention de poursuivre son aventure Game Boy, qui était une marque établie, et puis de développer une autre machine comme un test pour voir ce que ça allait donner, avec une machine à 2 écrans, avec un hardware complètement différent. Et puis il s'est avéré que la Nintendo DS était un tel carton, auquel Nintendo eux-mêmes ne s'attendaient pas, qu'ils se sont dit, on ne va pas non plus s'auto-concurrencer en sortant une nouvelle Game Boy, on va rester sur la Nintendo DS. 27 ans après le mythique Game Boy, Nintendo reste le leader incontesté des consoles portables et vend sa DS à plus de 154 millions d'exemplaires. Mais pendant des mois et des mois, le président de Nintendo, Satoru Iwata, disait non, la Nintendo DS, ce sera un produit qui va avancer en parallèle à une future Game Boy. Et au final, la future Game Boy n'est jamais sortie. La Nintendo DS a tellement bien marché qu'elle est devenue une marque à elle-même, en est le seul, et a complètement éclipsé la marque Game Boy qui aujourd'hui a disparu. Si on va sur ce marché-là, il faut vraiment qu'on puisse apporter quelque chose. D'où est née la PSP avec un grand écran, couleur, qui permettait de jouer quasiment à des jeux PS1, presque PS2, sur un écran couleur avec une autonomie de 3 heures. Et je dirais grâce à la force de la marque PlayStation, parce que je pense que ça a joué énormément dans le succès de la PSP, on est arrivé quand même, bon an mal an, à prendre presque 25% du marché, sur un marché qui était 100% attribué à Nintendo. Et puis la PS Vita, donc, qui est la console premium aujourd'hui pour les joueurs, pour les vrais joueurs, et qui aujourd'hui, on le sait, est complètement complémentaire de la PS4, puisqu'elle a été développée par la même équipe qui a développé la PS4, à l'époque on ne pouvait pas le dire. Space is everything. Et là, je dirais, compte tenu de la connaissance et de ce qu'on a appris de la PS3, de ce qui a été la PS3, on s'est dit, revenons aux fondamentaux, faisons une console pour des joueurs. Contentons les gens qui ont envie de jouer, dont c'est la passion, donnons-leur le plus possible, dans une boîte la moins grande possible. À l'heure des télévisions haute définition et des connexions Internet haut débit, Sony lance la PlayStation 4 en novembre 2013. Et puis petit à petit, les choses ont été élaborées, l'architecture de la machine a commencé à s'être mise en place. Le pad a évolué aussi, même si quand on le regarde, il ressemble quand même beaucoup au pad PS3. Quand on le regarde de près, il est totalement différent.
Donc il y a eu vraiment énormément d'échanges entre les grands développeurs de la planète. Nintendo, à son tour, présente la relève de sa console Wii avec la Wii U. Indéniablement, la Wii U est une console qui a beaucoup de potentiel et d'un point de vue ludique, surtout, le souci c'est que Nintendo le reconnaît aussi, il y a un vrai problème de communication. Les gens n'ont pas compris ce qu'était la Wii U, comment elle s'utilisait, quelle était la vraie différence avec la précédente Wii. D'un côté, il y a les actionnaires qui aimeraient bien certainement que Nintendo parvienne à concurrencer Microsoft ou Sony. Et d'un autre côté, il y a les créatifs de Nintendo qui, eux, sont persuadés que Nintendo se suffit à lui-même. Un peu comme un Disney qui a des licences tellement fortes que finalement, ils se fichent un peu de ce que fait la concurrence. Ils font leurs licences, ils font leurs activités et ils savent qu'il y aura toujours un public pour acheter des produits Nintendo. La 360 avait 7 ou 8 ans. Dans l'histoire du jeu vidéo, c'est l'un des cycles les plus longs qu'on ait connus. Donc il était légitime et normal d'apporter une nouvelle technologie, une nouvelle machine aux gamers. La technologie avait beaucoup évolué, la bande passante est plus rapide, les capacités du cloud permettent de nouvelles choses. Sur Xbox, la première, on était sur un âge moyen inférieur à 25 ans, sur un public un peu geek. Mais ce qui est caractéristique de Xbox One, c'est qu'on conserve cet ADN très gamer. Et les gamers sont désormais prêts pour une 8e génération de guerre des consoles. Microsoft présente la Xbox One en novembre 2013. Le jeu vidéo est d'évidence incontournable aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui être un jeune dans le monde du travail et s'abstraire des références aux jeux vidéo qui sont partagées par l'ensemble des gens. L'influence du jeu vidéo se fait sentir partout. Internet a permis de faire un catalyseur, ce qui fait que les mouvements de pensée évoluent beaucoup plus vite, et le jeu vidéo fait partie de cette bulle liée à la technologie, aux nouvelles générations. L'industrie va encore s'agrandir, il va y avoir sûrement de nouvelles plateformes, de nouvelles technologies qui vont changer les habitudes des joueurs. D'ici 10-20 ans, on va avoir des choses merveilleuses qui vont arriver avec par exemple l'Oculus Rift là, qui arrive, qui va permettre des choses assez formidables. Ça va être vraiment les jeux avec encore plus d'expérience, d'immersion, où on sera vraiment pratiquement comme à l'intérieur du jeu. La fameuse boîte avec un lecteur CD, ça ne se présentera plus comme ça d'ici 10 ans, 15 ans, et on aura certainement d'autres manières de consommer le jeu vidéo. On tend véritablement à la disparition des consoles telles qu'on les connaît aujourd'hui pour du tout dématérialisé et du jeu en ligne, en cloud. On aura un abonnement à un serveur, à mon avis, moyennant quoi on aura droit à tant de jeux et on pourra jouer à tel jeu ou tel autre. De la même façon qu'à mon avis, ça va se passer dans le domaine de la télévision, de l'actualité, que ça va se passer dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la musique. Je pense qu'on va arriver à un modèle de ce type. Une espèce d'uniformisation de la plateforme, quitte même à plus avoir de support et avoir quelque chose de complètement virtuel pour jouer en ligne. Il y a plus ce côté objet et un peu authentique du rétro gaming, des consoles, des manettes, des accessoires. Un jour, notre console de jeu, notre PC, tout ça sera notre smartphone. Je pense qu'on aura une machine, elle sera dans notre poche, et on aura des devices différents pour y jouer de manière différente. Mais il y aura une unité centrale, et on aura tellement de puissance entre guillemets dans la poche qu'il n'y aura plus aucun sens d'avoir plusieurs mécanes. Mais moi j'espère quand même qu'il y aura toujours notre petite manette, ça va me manquer. On fait beaucoup de jeux maintenant sur le mouvement avec Kinect, avec les Wiimote, tout ça. Moi j'espère quand même qu'on gardera quand même notre manette et notre bon vieux jeu vidéo. Pour moi c'est un jeu sans manette, c'est plus vraiment un jeu. C'est fantastique d'avoir suivi ça depuis le début, quand on voit que c'était un petit truc vraiment de niche, de sous-niche pour quelques enfants. Et quand on voit ce que représente le jeu vidéo aujourd'hui, c'est monstrueux, quoi. C'est un chemin parcouru et relativement très vite. Au-delà de toutes les évolutions technologiques, le plus important n'est-il pas simplement le plaisir de jouer? Et vous, quel joueur êtes-vous? Occasionnel ou assidu? Connecté ou solitaire? Rétro gamer ou de dernière génération? Les jeux vidéo sont passés en à peine 40 ans d'un simple jouet pour enfants à l'une des plus grosses industries de loisirs de la planète.
Même après 4 décennies d'évolution, les jeux vidéo n'en sont pourtant qu'à leur début. Et tout reste encore à venir. Alors continuons de jouer et rendez-vous dans 40 ans pour un nouveau bilan de cette grande épopée. His name is Robert Paulson.